Que se passe-t-il si le moment est passé et que nous sommes en réalité plus avancés sur le chemin de la multipolarité? Si nous sommes suffisamment avancés pour qu'un retour à un système bipolaire ou à une forme de prédominance de l'hégémonie américaine ne soit plus possible, alors l'incapacité de l'élite américaine à reconnaître cela est catastrophique pour les États-Unis. Les conséquences deviendront de plus en plus évidentes dans notre rôle limité dans le monde. En même temps, je dirais que des pays comme la Chine, qui prédit ou s'engage dans cette vision par choix, et la Russie par nécessité, sont mieux placés à long terme. C'est là que l'idée d'un concert comme alternative entre en jeu. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai avec moi deux invités formidables qui ont déjà été sur cette chaîne, mais pas encore ensemble. Je parle d'Arta Moeni et de Nikolai Petro. Dr Moeni est le directeur de la recherche et responsable des opérations américaines à l'Institute for Peace and Diplomacy, un groupe de réflexion nord-américain. Dr Petro est professeur de sciences politiques à l'Université de Rhode Island et auteur de La tragédie de l'Ukraine, ce que la tragédie grecque classique peut nous apprendre sur le conflit. Il y a quelques mois, ils ont publié un article remarquable intitulé « La folie d'un nouveau containment », dans lequel ils soutiennent que le rêve néoconservateur de raviver le containment pour faire face aux adversaires des États-Unis, à savoir la Russie et la Chine, est carrément autodestructeur. C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à vous deux. Ravi d'être ici, Pascal. Merci de nous recevoir. Nikolai et Arta, en lisant votre article, j'ai pensé que c'est un argument qui doit être expliqué davantage et répété souvent. L'idée que le confinement devrait être utilisé pour traiter avec la Chine et la Russie est un vieux concept de la guerre froide, et cela semble destructeur. Vous avez expliqué pourquoi c'est le cas. Pourrais-je vous demander, à tous les deux, de nous donner rapidement un aperçu de pourquoi le confinement est une si mauvaise stratégie pour faire face à la situation mondiale actuelle? Nikolai, pourriez-vous commencer, puis Arta, vous pourrez enchaîner. Bien sûr. L'article était basé sur une discussion parrainée en partie par l'Institut pour la paix et la diplomatie. Elle incluait Michael Kimmage, qui enseigne à l'Université catholique et avait écrit un article dans Foreign Affairs. Michael a plaidé pour le renouvellement de l'endiguement. Pour nous deux, cela semblait être la mauvaise approche pour penser à un monde post-guerre froide. Du moins dans mon esprit, il y a encore l'espoir que nous n'ayons pas à revenir à la guerre froide. Cependant, les partisans d'un nouvel endiguement semblent accepter ou même désirer une résurgence de la guerre froide. Il y a de nombreuses raisons de s'opposer à la renaissance de la politique de confinement, tant sur le plan philosophique que pratique. Sur le plan pratique, l'argument en faveur du confinement est qu'il peut être plus efficace aujourd'hui qu'il ne l'était pendant la guerre froide, grâce aux sanctions. L'hypothèse est que les sanctions fonctionnent, bien qu'il n'y ait aucune preuve pour soutenir leur succès. On suppose que les sanctions finiront par triompher et changer la politique. Cependant, la littérature sur les sanctions est claire. Non seulement les sanctions n'ont pas fonctionné dans le cas de la Russie au cours de la dernière décennie, depuis 2014, mais elles n'ont historiquement jamais fonctionné avec aucun pays pour réellement changer la politique.
L'efficacité des sanctions dépend en grande partie de l'engagement d'un pays envers ses objectifs politiques essentiels. Plus ces objectifs sont proches de la survie nationale, moins les sanctions seront efficaces. Dans ce cas, la Russie a beaucoup investi et considère le conflit en Ukraine comme crucial pour sa propre survie. Par conséquent, étant donné les enjeux et la proximité stratégique de l'Ukraine, je ne peux pas imaginer un scénario où le gouvernement russe reculerait ou changerait ses politiques en raison des sanctions. Cela semble être une base faible pour le succès de toute nouvelle stratégie de confinement. La deuxième hypothèse est l'isolement politique de la Russie, reposant sur la volonté occidentale de l'appliquer. Eh bien, les preuves semblent suggérer le contraire. La Russie forme de nouvelles alliances et les renforce. La croissance des BRICS et le nombre de pays désireux de rejoindre ce groupe indiquent un changement. Il n'est pas encore clair quelle forme prendra ce cadre des BRICS, mais il semble établir un ordre mondial alternatif. Cet ordre est moins dominé par les États-Unis et leurs alliés, ce qui suggère qu'il y a beaucoup de place pour que la Russie élargisse ses contacts. Il est important de noter que cela ne concerne pas seulement la Russie. Cela implique un cadre plus large qui inclut la Chine, l'Iran, le Brésil, l'Inde et plusieurs autres pays. Je pense que le postulat de l'isolement de la Russie est contredit par la réalité, ce qui affaiblit l'argument du néoconfinement. La troisième hypothèse, bien que non directement abordée, est implicite dans la nouvelle politique de confinement. Elle suppose que l'Occident dispose de ressources et d'argent infini pour faire face à ce problème. Cela ne semble tout simplement pas être le cas, bien que ce ne soit pas largement reconnu. J'ai lu récemment que l'Allemagne a décidé, et nous verrons si cela se passe ainsi, mais il y a maintenant des discussions ouvertes sur le gouvernement allemand actuel. Je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement en Europe plus engagé dans la victoire de l'Ukraine, du moins sur le papier. Cependant, ils disent qu'ils ne peuvent plus fournir d'armes, car le déficit budgétaire est trop important. Its budget deficit is too large, so they have suspended. They will continue through the end of the year. Ils ont suspendu toute aide supplémentaire. Ils continueront à fournir ce qui a déjà été alloué jusqu'à la fin de l'année, mais l'Ukraine ne devrait pas s'attendre à un financement militaire supplémentaire après cela. Les États-Unis sont dans une position unique pour imprimer autant d'argent qu'ils le souhaitent. Cependant, il y a un débat économique sur la durabilité de cette pratique. Les États-Unis peuvent-ils imprimer des quantités infinies d'argent sans conséquence, ou la facture finira-t-elle par arriver? Quel sera le coût réel pour le consommateur américain? C'est une question importante que les politiciens de ce pays pourraient devoir aborder à un moment donné. Ce sont trois grandes réserves qui, sur un plan pratique, rendent une stratégie de néoconfinement irréalisable. Arta, avez-vous quelque chose à ajouter à cette mentalité sous laquelle le néoconfinement est proposé aux États-Unis? Je me souviens avoir lu un article dans Foreign Affairs, et c'est l'un de ces articles qui me fait secouer la tête. Je ne peux pas le prendre très au sérieux à cause de ces facteurs contraignants. Avez-vous quelque chose à ajouter ici? Oui, je veux dire, je pense que Nick a justement souligné les contraintes matérielles, l'argent et les sanctions. Une chose sur laquelle je veux me concentrer est l'impulsion psychologique. Tout le monde parle de la fin de l'unipolarité et de l'avènement d'un nouvel ordre. Mais si vous examinez les idées du nouveau confinement ou le nouveau langage de la post-unipolarité, vous voyez que ce sont les anciennes idées reconditionnées sous une nouvelle forme. Ils sont coincés dans une mentalité de guerre froide et ont une vision fondamentalement manichéenne.
Il est très difficile, pour beaucoup de ces arguments, de dépasser l'approche militarisée qui prévalait pendant la guerre froide. Lorsque nous considérons vers quel type d'ordre mondial nous nous dirigeons après l'unipolarité, même ceux qui discutent de la multipolarité, et surtout ceux qui parlent de la compétition entre grandes puissances, doivent être pris en compte. L'argument de la compétition entre grandes puissances, qui se présente comme réaliste, examine la question à travers le prisme du pouvoir universel des grandes puissances. Le monde est à nouveau réduit à 2 ou 3 grandes puissances. Il devient de la responsabilité des États-Unis de protéger leur pouvoir à l'échelle mondiale. Cela conduit à une nouvelle quête de primauté et d'hégémonie mondiale. Ce mécanisme de confinement n'est pas seulement appliqué à la Russie, mais sera désormais appliqué à la Chine ou à tout autre pays qui défie les États-Unis à l'échelle mondiale. Ce biais cognitif globaliste, combiné à une mentalité manichéenne et à une idée de somme nulle, suggère que le monde est à prendre. La logique du réalisme implique que le monde entier sera dominé soit par les États-Unis, soit par la Chine. C'est la logique fondamentalement erronée des arguments de la compétition entre grandes puissances. Cela donne l'impression qu'il est inévitable que nous devions faire tout notre possible pour affaiblir notre prétendu adversaire ou ennemi. Je pense qu'un concept plus holistique du réalisme, qui inclut des aspects psychologiques et culturels, est très utile ici. Cela peut nous aider à nous éloigner de la mentalité de la guerre froide, du raisonnement binaire. Il y a aussi cette idée de téléologie, où nous supposons connaître la direction dans laquelle le monde se dirige. L'idée de progrès est liée à ce concept de téléologie historique et au rôle que nous envisageons pour nous-mêmes en tant que puissance. Cependant, nous voyons également le monde en termes très idéologiques. Pendant la guerre froide, un changement significatif s'est produit. Il est important de noter que beaucoup de gens, même lorsque nous en discussions initialement avec Nick, ont mal compris Kennan. Un point clé à souligner est que même George Kennan, un défenseur du confinement, ne le voyait pas initialement comme une stratégie militaire. C'était une compréhension politique d'une idéologie agressive et de la manière de protéger et de préserver les territoires et les intérêts de divers pays face à cette idéologie. Au fil des années et des décennies, cela a changé. L'idée de confinement est devenue militarisée et n'a été vue que sur le champ de bataille et à travers des postures coercitives et forcées. Ce changement est important à aborder, car l'idée de se défendre contre une idéologie agressive est quelque chose que nous semblons avoir intériorisé de l'Union soviétique. Maintenant, nous avons une impulsion idéologique mondialiste pour essayer de dominer le monde. Et c'est le problème. C'est quelque chose que je n'ai pas compris, car l'idée de contenir la Russie et la Chine n'est pas nouvelle. Ce concept existe depuis un certain temps, même avant 1922, et maintenant il est encore plus en vue. Mais le confinement original, tel que conceptualisé par Kennan, consistait à contenir le communisme. Il s'agissait de contenir une idéologie. Le but était d'empêcher l'effet domino, où après la Chine, ce serait le Vietnam, puis le Laos, le Cambodge, les Philippines, le Japon, et finalement des communistes apparaîtraient à San Francisco. C'était l'idée de contenir le communisme. À un moment donné, ce concept a été transformé en confinement littéral d'un pays par la force militaire. Avec des bases militaires et la construction d'un réseau de bases autour des territoires physiques. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Eh bien, parce que c'est ainsi que l'on peut gagner de l'argent. Les budgets peuvent être structurés autour des dépenses militaires et de la construction de bases. C'est au cœur du complexe militaro-industriel. Je crois qu'au fond, ceux qui soutiennent le confinement veulent revenir à ces temps plus simples.
Des temps où il était clair qui était l'ennemi et comment l'arrêter en dépensant de l'argent sur plus de missiles, de chars et d'armes à la fois défensives et offensives. Cela inclut toute la gamme de réseaux qui peuvent être construits autour des accords de base et des accords de vente militaires. Mon Dieu, la littérature sur ces contrats militaires remplit des bibliothèques entières, avec tout le jargon juridique et la législation qui les accompagne. C'était une bonne époque pour l'économie et l'industrie américaine. Et vous savez quoi? Ils peuvent en fait montrer l'impact en regardant la Russie aujourd'hui et dire « Regardez comme Poutine s'en sort bien économiquement. » Pourquoi? Parce qu'il peut dépenser au niveau national, ouvrir les vannes et investir dans les ventes d'armes, qui sont en plein essor. Les exportations étrangères d'armes de la Russie augmentent, entre autres. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même? Nous sommes meilleurs qu'eux dans ce domaine. Nous pouvons faire cela encore mieux. C'est du keynésianisme militaire. Vous n'avez pas besoin de confinement pour pratiquer le keynésianisme militaire. Vous avez juste besoin du désir de dépenser pour ceux qui vous entourent. Le confinement est le résultat positif de cela. Je me demande parfois ce qui vient en premier, la composante militaire économique ou la composante militaire idéologique. Je pense que c'est un tirage au sort. Oui. Et aussi, je veux dire, je vais ajouter très rapidement à cela. L'idée de confinement que, par exemple, Kennan préconisait depuis le tout début avait une dimension ascendante, mais elle n'était pas orientée militairement. Elle reposait sur l'idée que vous ne pouvez pas contenir une idée par des moyens militaires, comme nous en avons parlé plus tôt. De nombreux problèmes idéologiques n'ont pas de solution militaire. La meilleure chose que vous puissiez faire est de renforcer votre noyau domestique. Cela signifie investir dans votre infrastructure et créer des programmes sociaux et économiques pour votre propre peuple. En ayant une économie forte à travers l'Occident, en particulier en Europe occidentale et aux États-Unis, vous pourriez arrêter l'avancée du communisme en tant qu'idéologie. Cette approche se concentrait sur la force économique, la fabrication, l'industrie et les intérêts de votre propre peuple, plutôt que sur les conglomérats militaires. Cependant, il y avait aussi une dimension militaire à considérer, qui a gagné du terrain dès le début. À la fin des années 70 et 80, la stratégie de confinement est devenue si agressive qu'elle s'est transformée en refoulement. Je pense que la militarisation des perspectives sur des problèmes qui n'ont pas de solution militaire est quelque chose que nous observons dans le monde entier. Par exemple, considérez la situation entre Israël et le Hamas. Le Hamas n'a pas non plus de solution militaire, car il est en partie motivé par l'idéologie et en partie par des problèmes psychologiques nationaux. Lorsque nous regardons autour du monde, nous avons souvent tendance à voir divers problèmes en termes militaires et de sécurité, même lorsqu'ils n'ont pas de dimension militaire et de sécurité. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur nos priorités nationales. En faisant cela, nous pouvons renforcer le pays contre bon nombre de ces menaces. Nikolai, you want to add? Nikolai, veux-tu ajouter quelque chose? Lorsque vous militarisez le concept de confinement, ce qui s'est produit sous Nitz, je pense, lorsque Nitz a pris la tête de l'équipe de planification politique au département d'État, vous devez également justifier les dépenses militaires. Pour ce faire, vous devez constamment rappeler et renforcer l'idée de qui sont vos ennemis. Vous devez créer un état d'esprit perpétuel selon lequel ce sont nos ennemis, et nous devons stopper leur développement pour éviter d'avoir plus d'ennemis à l'avenir.
creating and to some extent maintaining. Il s'agit de créer et dans une certaine mesure de maintenir ces ennemis pour justifier les dépenses que vous souhaitez, qui sont considérées comme la solution au problème. Mais d'une manière étrange, vous ne pouvez jamais vous débarrasser de ce problème. Si les ennemis étaient vaincus, alors vous auriez la fin de la guerre froide. Nous ne savions certainement pas quoi faire à ce moment-là. Nous ne pouvions pas simplement laisser la paix éclater. Pour garantir cela, nous avons gardé l'OTAN. L'argument à ce moment-là était au cas où. Eh bien, au cas où est devenu une prophétie auto-réalisatrice. N'oublions pas que pendant les 25 années environ où il n'y avait pas d'adversaire sérieux en vue, nous avons évoqué le terrorisme comme une menace fantôme à combattre partout et à tout moment. C'est devenu une menace mondiale. Guerre mondiale contre le terrorisme. La guerre mondiale contre le terrorisme. Si tout ce que vous avez est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Ce qui est triste, et cela devrait nous inquiéter en tant que politologues, c'est que cela semble fonctionner. Nous allons maintenant avoir 50 nouvelles bases américaines en Finlande et 17 nouvelles bases en Suède. Il y a au moins 3 ou 4 bases supplémentaires aux Philippines, avec des accords de base élargis. Il y a eu un coup d'État au Bangladesh qui aboutira probablement à une base américaine quelque part dans le golfe du Bengale. C'est une réussite pour l'aile de la sécurité nationale américaine, axée sur le confinement, n'est-ce pas? Elle s'étend maintenant. Je suis complètement d'accord avec vous. À court terme, je pense que vous avez raison. Cependant, à long terme, le manque de durabilité de ce type d'expansion et la logique défaillante derrière le globalisme deviennent apparents. Nous n'avons pas réellement un monde unique. Nous avons plusieurs systèmes dans différentes régions. Je pense que c'est un retour à la normalité. Nous devons nous recentrer et recalibrer le monde en fonction de ces diverses régions, peuples et cultures. Cela signifie qu'aucun pays ne pourrait peut-être défier les États-Unis dans les premières années d'après-guerre en tant que superpuissance. Alors que le pouvoir des États-Unis a décliné par rapport à lui-même en raison de cette expansion et de cet élan hégémonique, divers acteurs régionaux, que nous appelons puissances moyennes, comme l'Inde et le Brésil, et certains qui sont devenus de grandes puissances comme la Chine, repoussent dans leur propre région. Collectivement, cela serait très difficile à gérer pour l'Occident. Je pense que cette poussée est en réalité une tentative de la dernière chance, comme une étoile qui devient très brillante avant d'exploser. C'est ce que nous observons en cette période de changement et de bouleversements radicaux à travers le monde. Je pense que ce genre de mentalité de confinement ne fonctionne pas. Avoir un ennemi et une mentalité manichéenne, où tout est vu en noir et blanc, conduit à plus de la même chose. Lorsque vous avez une compréhension universaliste du monde, vous avez besoin d'une autre forme d'universalisme pour vous y opposer. L'islamisme est le parfait contrepoids à ce modèle hégémonique mondial, car il est également universaliste, totalitaire et hégémonique, similaire au communisme. Ce qui se passe, c'est que de nombreuses réactions à ces idéologies universalistes sont formulées en d'autres termes universalistes. D'une certaine manière, le libéralisme d'aujourd'hui est le reflet de l'idéologie communiste. Non pas parce qu'il est communiste, mais parce qu'il est universaliste et a intériorisé de nombreuses distinctions amis-ennemis. Il valorise la permanence. Nous parlons d'ennemis permanents et d'alliances permanentes. L'OTAN est toujours en expansion parce que nous croyons que le monde doit rester tel qu'il est, avec nos ontologies permanentes, nos amis permanents et nos ennemis permanents. C'est notre façon construite de voir le monde. Nous refusons de penser en dehors des catégories que nous avons héritées et des dépendances de chemin que nous avons créées. Cependant, à un moment donné, en tant que réaliste,
Nous devrions reconnaître que le réalisme peut se retourner contre nous. As good realists, we should know that realism bites back. Times change and nothing is permanent. So that is a tragic reality. Les temps changent et rien n'est permanent. C'est une réalité tragique ou une sensibilité que quelqu'un comme Kennan avait. Avant cette session, je suis tombé sur une lettre qu'un ami m'a envoyée en 1987. Elle provenait de nombreuses personnalités de l'ère post-guerre froide sous l'administration Clinton, s'opposant à l'expansion de l'OTAN. Cela incluait des personnes comme Susan Isaacs, David Fisher, Raymond Garthoff et Michael Mandelbaum. Presque tout le monde, même ceux qui étaient orientés vers le confinement dans les années 90, voulaient un changement. Mon point n'est pas de diaboliser ces personnes. Ils voulaient du changement. I mean, again, so my point is not to vilify these people. They wanted a shift, but sometimes the categories that you have. Parfois, les catégories et les systèmes en place empêchent le changement, même lorsque les dirigeants le souhaitent collectivement. Si nous utilisons le terme le blob, cela fait référence à l'établissement qui veut évoluer, mais le système ne le permet pas. La question est de savoir pourquoi cela se produit et comment nous pouvons le changer. Même lorsque l'établissement est prêt à évoluer et cherche une nouvelle compréhension, les forces en jeu tendent à se diriger vers plus de confinement, de militarisation et une posture hégémonique. Cela conduit à plus d'universalisme, de militarisation et de posture agressive de la part d'autres pays comme la Russie et la Chine, et nous l'avons également vu dans le monde islamique. C'est un cycle tragique dont il est difficile de s'échapper. En fin de compte, rien ne dure éternellement. Et nous ne pouvons pas maintenir cette approche beaucoup plus longtemps sans coup sévère pour notre sécurité nationale et nos intérêts en tant qu'États-Unis. Nikolai? Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je ne suis pas très optimiste quant à la rupture de ce cycle. Les politiciens du monde entier, surtout en Occident, ont tendance à emprunter la voie de la moindre résistance. Cette voie les récompense pour une pensée à court terme plutôt qu'une planification à long terme. À court terme, il s'agit de sécuriser une base et d'obtenir des ressources que l'État peut fournir pour la sécurité militaire. Ils définissent souvent la sécurité militaire comme la solution à tous les problèmes. Pendant ce temps, des gens comme nous peuvent discuter des avantages à long terme, des difficultés et des problèmes potentiels que cette approche pourrait entraîner, mais cela ne sera pris en compte qu'après notre départ. Vous savez, notre problème, je pense, ce sont les politiques pratiques poursuivies par nos dirigeants politiques. À moins d'une catastrophe imminente, ils ne sont pas susceptibles de changer leur politique. Ce qui m'inquiète, c'est que même une catastrophe imminente pourrait ne pas changer les schémas de pensée profondément enracinés. Cela pourrait amener certains hommes d'État à changer leurs tactiques, mais pas leurs réflexions stratégiques. C'est une des raisons pour lesquelles je crois que la Russie, en tant que puissance européenne, a été marginalisée, non seulement au cours de la dernière décennie, des 20 dernières années ou des 50 dernières années, mais probablement depuis des siècles. Je pense qu'il est intéressant de voir les analystes politiques russes, non pas pour la première fois, mais de manière plus agressive et active, essayer de redéfinir le rôle de la Russie dans le monde. Traditionnellement, la Russie a été considérée comme une puissance européenne, ce qui a toujours été l'hypothèse parmi l'élite russe. Ils voyaient la Russie comme une puissance européenne avec une extension asiatique. Maintenant, ils disent que si l'on regarde honnêtement leurs relations, la Russie n'a jamais été destinée à être uniquement une puissance européenne. Ils sont quelque chose entre les deux. Culturellement, ils ont des sensibilités européennes, mais géographiquement, ils sont en grande partie situés en Asie. Ils doivent donc reconnaître qu'ils ne sont ni entièrement européens, ni entièrement asiatiques. Au lieu de cela, ils se voient comme une entité unique, un monde à part entière.
visant à créer un pont entre les deux. That is here to create some sort of bridge. And what if that in and of itself, the way that the world is now moving... Et si la manière dont le monde évolue actuellement était déjà la catastrophe qui doit induire un changement? L'idée d'un monde multipolaire est qu'une fois qu'il émerge et est reconnu, aucune puissance unique ne peut l'arrêter. Les distributions de pouvoir commencent à se contrebalancer. C'est quelque chose que la stratégie de confinement vise à empêcher. Mais que se passe-t-il si ce point est déjà dépassé? Vous avez mentionné l'histoire, en notant que nous avons déjà vécu de tels moments. Les Européens ont alors décidé de créer un concert. Un concert pourrait être une manière plus fructueuse de conceptualiser une relation stable dans la politique mondiale. Je laisserai Arthur discuter de la partie concert dans un instant. Mais je voulais juste dire, en reprenant votre point sur le fait que le moment est peut-être passé et que nous sommes plus avancés sur le chemin de la multipolarité, tellement avancés qu'un retour à un système bipolaire ou à une forme d'hégémonie prédominante des États-Unis n'est plus possible. Alors l'incapacité de l'élite américaine à reconnaître cela est catastrophique pour les États-Unis. Les conséquences deviendront de plus en plus évidentes dans notre rôle limité dans le monde. En même temps, je dirais que les pays qui prédisent ou s'engagent dans cette vision, comme la Chine par choix et la Russie par nécessité, sont mieux placés à long terme. C'est là que l'idée d'un concert comme alternative entre en jeu. Arta. Je pense que nous devons examiner toutes ces choses qui se passent dans différentes régions, que ce soit au Moyen-Orient, avec Israël ou en Ukraine. Les dynamiques que nous observons accélèrent le passage d'un ordre unipolaire. Avec ce changement et l'insistance des dirigeants occidentaux sur des hypothèses anciennes et des schémas de comportement et de croyances profondément enracinés, l'avantage géopolitique de l'Occident est en train de se diluer. Cela affecte également son influence culturelle et de pouvoir doux à travers le monde. Je pense que ce changement est déjà en cours. Il est difficile de maintenir l'ordre actuel une fois que l'on réalise que la dette nationale des États-Unis s'envole vers des milliers de milliards, indiquant une mauvaise conception des priorités. Aucun des arguments, du moins de l'Institut pour la paix et la diplomatie, ne suggère le pacifisme. Nous n'avons pas de position officielle, mais une compréhension réaliste des affaires mondiales ne signifie pas que nous ne voulons pas dépenser pour l'armée. Cela signifie que nous devrions d'abord examiner les raisons derrière nos actions. Quelles sont les croyances profondément enracinées? Quelle est la réalité sous-jacente? Quelles ressources avons-nous à notre disposition? En ce sens, les États-Unis et l'Occident ont des problèmes pour gérer diverses régions qu'ils considèrent comme des zones de crise. Cela s'accélère déjà et produit un ordre polycentrique. Je ne vais pas l'appeler un ordre multipolaire, car cela suppose seulement 2, 3 ou peut-être 4 grandes puissances. Cela réduit le monde aux ambitions de ces quelques puissances. Un ordre polycentrique est plus normal. Que veux-je dire par normal? Avant la fin des 19e et 20e siècles, avant que le concept de l'Europe ne s'effondre, nous avions une compréhension différente de la politique étrangère et des affaires internationales. Elle était basée sur la multiplicité plutôt que sur l'unilatéralisme. Cela signifiait que la diplomatie était très importante et accordait une grande valeur à la neutralité des États situés sur les lignes de faille. Pensez à l'acte de neutralité de 1839 pour la Belgique. Je veux dire, les grands États ancrés, 4 pays en Europe, ont compris que pour une coexistence pacifique, la Belgique devait être un État neutre et démilitarisé. Maintenant, comparez cette attitude à notre façon de penser à l'Ukraine. L'idée de démilitarisation a été inacceptable pour beaucoup de gens.
mais le concept de coexistence pacifique, de multiplicité et de modus vivendi contrecarre le biais cognitif globaliste. Il remet en question la vision unilatérale et hégémonique du monde. Cela ne signifie pas nécessairement partager le monde, mais permet à diverses puissances, avec une influence plus diffuse, d'atteindre des arrangements et des compréhensions informelles par des moyens diplomatiques et unilatéraux. Within themselves through diplomatic and multilateral arrangements. So I think that idea of sort of what we Je pense que l'idée que nous avons explorée dans cet article était que le concert de l'Europe a été très stable pendant presque 100 ans. Cette stabilité était due aux guerres et à l'instabilité de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle en Europe, en particulier les guerres napoléoniennes, qui ont conduit à la création du concert. Nous pourrions observer un schéma similaire maintenant, mais à l'échelle mondiale, car les modèles européens ont été exportés. Le défi est de créer cette compréhension dans un monde plus diversifié, avec un pouvoir plus diffus et régional. Si nous pouvons y parvenir, nous devrions être en mesure de favoriser une meilleure compréhension où les intérêts nationaux sont protégés, mais où les sphères d'influence des pays sont également reconnues comme une réalité. Spheres of influence for countries have been a reality. And that's not something that any state can just... Et ce n'est pas quelque chose qu'un État peut simplement ignorer. Ce serait de la pensée magique. Alors, comment réfléchissons-nous à ces réalités existantes? Mon point est que cela normalise, en revenant à cette multiplicité de centres de pouvoir, ce contre quoi nous ne pouvons peut-être pas nous défendre ou résister, comme les stratégies de néoconfinement essaient de le faire. Ce sont les changements systémiques dans les différentiels de pouvoir et le retour de la civilisation et de la culture. Je respecte Sam Huntington, non pas parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais parce qu'il a compris à un niveau fondamental que les civilisations et les cultures et la façon dont les gens donnent un sens à eux-mêmes comptent. Je pense que nous voyons diverses puissances culturelles et des États civilisationnels essayer d'affirmer leur propre existence, s'éloignant d'une doctrine universaliste. Plus nous les voyons à travers un prisme universaliste, plus ils commencent également à voir le monde en termes universels. Par exemple, la Russie est un parfait exemple d'un pays qui a développé un sens du réalisme culturel. Elle a réalisé, après un certain temps, qu'elle pourrait ne pas être un pays européen et a toujours été un outsider. La Turquie est parvenue à une compréhension similaire. Même l'Iran a flirté un temps avec l'idée d'être européen. Cependant, ces cultures ont réalisé, une fois l'attrait de l'occidentalisation et de l'exceptionnalité européenne estompé, qu'elles sont exceptionnelles ou du moins distinctives à leur manière. Distinctive in their own rights, and they want to affirm their own sort of presence and existence. Et ils veulent affirmer leur propre présence et existence. Il est très difficile de lutter contre les pressions systémiques par le biais de politique. Plus vous essayez, plus vous vous affaiblissez dans le monde à venir. Le prochain ordre mondial, l'ordre post-unipolaire, sera plus normal, diffus, régional et multiplexe. Il y aura toujours des puissances régionales et des grandes puissances. Ces grandes puissances auront plus d'influence que les petites puissances. La question est de savoir si vous pouvez survivre à cette transition en tant que pays fort. Notre focalisation sur l'idéologie et la pensée maximaliste rend en fait un mauvais service à nos intérêts nationaux. Again, actually does disservice to our own national interests. Can I just jump in to suggest an answer? Puis-je proposer une réponse basée sur l'analyse d'art? Nous pouvons atteindre cette alternative en reconnaissant le pluralisme culturel mondial et en le liant à un système de sécurité globale. Nous devons connecter l'existence du pluralisme culturel à l'échelle mondiale avec ses implications en matière de sécurité. Fait intéressant, cette idée remonte aux origines du système international actuel. À cette époque, l'idée que l'on pouvait imposer des vues religieuses aux gens en fonction des préférences de leurs dirigeants n'était pas une raison suffisante pour faire la guerre en Europe.
And the Westphalian system that emerged from that said Le système westphalien qui a émergé de cette époque suggérait que l'uniformité religieuse pouvait être mise de côté. Aujourd'hui, nous parlerions plutôt d'uniformité idéologique ou culturelle plutôt que religieuse. Nous pouvons permettre à ces questions de rester locales. Alors pourquoi ne pas conceptualiser cela en termes modernes et dire que nous avons besoin d'une meilleure base intellectuelle et culturelle pour un système de sécurité globale? Un monde unipolaire et un modèle mondial libéral ne vont pas fonctionner. Ils ne suffisent tout simplement pas à garantir la sécurité aujourd'hui. Les États-Unis ne peuvent pas y parvenir seuls. I just want to add one quick thing. One of the pitfalls of realism Je veux ajouter une chose rapidement. as a L'un des écueils du réalisme est qu'il a perdu le contact avec le réalisme politique, qui a une grande tradition dans la pensée politique occidentale, surtout européenne. Même le modèle américain, comme celui que nous avons discuté à propos de George Washington, avait un sens du réalisme, de la sensibilité et du bon sens. Nous avons perdu cela au profit d'un réalisme théorique plus doctrinaire dans les relations internationales, qui est imprégné d'utilitarisme, d'analyse coût-bénéfice et de conditions matérielles. Cette approche se concentre sur la compréhension matérielle du pouvoir. Cependant, elle ne fournit pas une image complète et réduit les complexités à des questions comme combien de chars vous avez. All this complexity to the question of how many tanks you have, and it's not that simple. It is far more. Ce n'est pas si simple. La question est bien plus culturelle, régionale, locale et géographique. Lorsqu'on discute de l'influence qu'un pays comme la Chine peut avoir en Asie du Sud-Est, il ne s'agit pas seulement de sa puissance militaire ou économique. Il s'agit de ses liens historiques profondément enracinés avec une région voisine. De même, l'Amérique a plus de liens en Amérique du Nord et dans les Amériques que dans le reste du monde. Les idées de proximité, de voisinage et de région doivent être comprises comme centrales, car l'histoire, la géographie et la culture sont interconnectées. Parfois, nous avons tendance à considérer nos propres expériences comme exceptionnelles. Cela peut mener à des idées comme l'exceptionnalisme russe ou l'exceptionnalisme américain. Nous projetons ensuite ces idées sur le monde, en croyant que le monde se porterait mieux si nous le gouvernions avec nos valeurs et nos règles. Le problème avec cet ordre fondé sur des règles ou l'ordre international libéral, comme Nick l'a justement mentionné, est qu'il est très étroit d'esprit. Il est né d'une expérience européenne spécifique, puis américaine, et était étroitement lié au pouvoir américain et à ses aspects universalistes. Il est très difficile de maintenir le type d'image qui a été créé une fois que le pouvoir et l'influence des États-Unis sont diminués. Tout le langage formel des organisations mondiales et du droit international, que les gens trouvent réconfortant dans le cadre de l'idée d'ordre, a toujours été soumis à et créé par le pouvoir. Nous n'avons pas à penser à cela en termes strictement légalistes ou formalistes. Reconnaître la réalité du pouvoir diffus et des existences multiples nous permet de dépasser l'uniformité et les pressions du système actuel. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. La question qui me vient à l'esprit concerne ce jeu de réciprocité, d'action et de réaction. À quoi mène le système actuel? Pendant la guerre froide, la formation de l'OTAN et l'alignement de certaines puissances ont conduit d'autres à former des alliances, comme le pacte de Varsovie, 5 ans plus tard. Vous pouvez voir comment ces actions se sont inspirées mutuellement et ont créé un système de blocs. Un troisième bloc a essayé de s'en distancer, mais il était toujours encadré dans la mentalité de bloc. La question maintenant est de savoir si cela se reproduira. La Chine et la Russie vont-elles essayer de former leur bloc
alliances, bases militaires et positions stratégiques. Cela ne me semble pas être le cas. Le système actuel semble éviter cette voie. Ni les Russes, ni les Chinois ne construisent activement des alliances. L'Occident le présente souvent ainsi, mais si la Russie et la Chine sont en alliance, il nous faut un nouveau mot pour ce qu'est l'OTAN. Comment voyez-vous le schéma action-réaction se dérouler maintenant? Dans quelle direction? Si vous voulez le formuler en termes réalistes, le réalisme fait face à un énorme problème maintenant, parce que l'Europe n'opère plus sur un cadre réaliste. Beaucoup de ces États se sapent eux-mêmes. Eh bien, cela fait partie des dimensions idéologiques dont nous discutions. Il y avait une pression significative vers l'américanisation en Europe pendant les années d'après-guerre. Même maintenant, lorsque l'Europe parle de son autonomie stratégique, comme le fait Macron, elle s'aligne souvent sur l'agenda américain. Avant que l'Europe puisse vraiment être indépendante, il ne s'agit pas seulement de dépenser 2% pour l'armée ou de contribuer à une alliance militaire. La vraie question est de savoir comment définir vos propres intérêts et votre réalité géopolitique distincte des perspectives russes ou américaines. C'est un enjeu clé. Je pense que l'autre aspect de la question que vous soulevez est très important. Comment s'en éloigner? Vous avez raison de dire que la Chine et la Russie, pour l'instant, ne vont pas dans cette direction. Elles semblent avoir réalisé ou intériorisé, surtout dans le cas de la Russie, une certaine logique. Elles croient maintenant que l'ordre occidental libéral et démocratique a des problèmes fondamentaux et finira par imploser. Cela ressemble à la façon dont Kennan pensait que le communisme et le socialisme en Russie avaient des problèmes fondamentaux et finiraient par imploser. Emmanuel Todd avait des pensées similaires également. La plupart des gens pensent que c'était Reagan, l'OTAN et notre posture militaire qui ont conduit à la chute de l'Union soviétique. Ce n'était pas le cas. Cela a été prédit par les ambitions trop universalistes de la doctrine léniniste dès le départ. C'était la plus grande perspicacité que nous avons héritée de Kennan. Si nous y réfléchissons à l'envers, la logique de Kennan s'applique maintenant davantage aux États-Unis et à leurs alliés qu'à la Chine et à la Russie. Cependant, il y a aussi des éléments idéologiques et totalitaires dans ces pays. Nous vivons tous dans ce genre de monde, et de nombreuses personnes en Russie et en Chine sont encore, faute de meilleurs termes, des baby boomers qui ont vécu l'ère de la pensée en bloc. Il leur est difficile d'en sortir nécessairement, mais je pense qu'il y a cette sensibilité. Lorsque vos ressources sont plus limitées et que vous avez d'autres choses à considérer, vous devenez plus réaliste. C'est une chose à noter. Par exemple, la République d'Iran est un système politique fondamentalement idéologique. Pourtant, en matière de politique étrangère, elle agit avec une retenue, un réalisme et une diplomatie significatifs. Cela est dû au fait qu'elle sait qu'il y a des limites à son pouvoir et que son pouvoir est fondamentalement d'orientation régionale. Lorsque vous n'avez pas ces limitations, votre idéologie peut prendre une vie propre. Je vais m'arrêter là et laisser Nick répondre à cela. Ideology on steroids. L'idéologie sous stéroïdes. Emmanuel Todd a récemment soutenu que l'Occident, en particulier les États-Unis, suit le même schéma structurel qui a conduit à la chute de l'Union soviétique. La question est donc de savoir si les dirigeants russes et chinois modernes ont mieux tiré les leçons de la guerre froide que les États-Unis. La leçon ici n'est pas que nous pouvons dépenser plus que d'autres pays jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Au contraire, comme l'a dit Kennan de manière célèbre, le confinement était censé être une solution politique à un problème politique. Les solutions et problèmes politiques sont toujours négociés. Ce ne sont pas des problèmes que l'on peut essayer d'éliminer complètement, car ils ne peuvent pas être totalement éradiqués. They cannot be totally eliminated. They survive in a different form.
Ils survivent sous une forme différente parce qu'ils prennent en compte les intérêts culturels plus larges, historiques et à long terme, des gens qui persistent au-delà de toute administration ou direction politique. Ce sont des problèmes éternels et ils ne sont jamais entièrement résolus. Ils sont simplement reformulés, reconceptualisés et abordés de différentes manières dans des circonstances différentes. Je pense que c'est l'idée centrale du réalisme. Correctement conçu, les problèmes ne disparaissent jamais complètement. Nous n'atteindrons pas un état de nirvana après avoir résolu un ensemble spécifique de conflits. Au contraire, ces conflits sont toujours présents, car les êtres humains ont intrinsèquement des conflits, et c'est la nature de notre existence. Et je pense que si c'était effectivement le cas, nous verrions des pays majeurs en opposition aux États-Unis exprimer le besoin d'instruments alternatifs non militaires. Ils ne répondraient pas à la création de blocs militaires de manière réciproque. Au lieu de cela, ils travailleraient à renforcer leurs liens mutuels par le biais d'arrangements alternatifs. Cela conduirait éventuellement à la possibilité d'un monde polycentrique. Avec le temps, ces arrangements alternatifs, qui incluront des aspects politiques, économiques et militaires, deviendront plus attrayants pour un certain nombre d'acteurs indépendants. Ceux qui penchent actuellement vers l'Occident pourraient progressivement s'en éloigner et conclure que c'est un meilleur modèle pour eux aujourd'hui et pour l'avenir. Ce type de réflexion à long terme est répandu dans le reste du monde, mais fait défaut à l'élite politique américaine et européenne actuelle. Ils s'accrochent à une conception dépassée du fonctionnement du monde, croyant pouvoir le manipuler à leur avantage. Si cette analyse est correcte, cela me donne beaucoup d'espoir pour la neutralité. La neutralité est l'une des façons alternatives de gérer les conflits. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Il nous reste 30 secondes pour les derniers mots. Arta d'abord, puis Nikolai. Nikolai later. Yeah, we're just going to sort of piggyback on what Nick said and say, Nous devrions nous appuyer sur ce que Nikolai a dit et repenser notre approche de l'engagement et de la diplomatie avec nos adversaires. Il y a une perception négative autour du dialogue avec les adversaires, mais c'est essentiel pour un système international fonctionnel. Nous devons communiquer avec tout le monde. Ce qui se passe souvent, c'est que nous créons des arrangements informels pour l'engagement diplomatique entre les dirigeants de divers pays. Ce n'est pas que la Russie, l'Iran et la Chine soient dans une alliance, mais il y a une alliance, et d'autres ne font que communiquer pour trouver une voie à suivre. Imaginez si ce modèle se répandait en Occident, en Europe et en Amérique, puis dans le reste du monde. in Europe, in America, and spreads to the rest of the world. Well, different major countries are talking to one another, not through Différents grands pays se parlent, non pas par l'intermédiaire de l'ONU ou d'accords formels, mais par des conversations informelles, de personne à personne et de chef d'État à chef d'État, ce qui était le modèle du 19e siècle. Cela fait partie d'une approche néo-metternichienne qui était également favorisée par Kissinger et Nixon. Un aspect du réalisme est la compréhension de la nature changeante de la politique et de l'art du possible. Un autre aspect est de reconnaître que le pluralisme culturel mondial, dont Nick et moi parlons, n'est pas une position normative. global cultural pluralism that Nick and I talk about is not a normative position. Our argument is that cultures exist. Notre argument est que les cultures existent et vous ne pouvez pas simplement les ignorer. Elles sont différentes et c'est pourquoi elles ont des dimensions sécuritaires et géopolitiques. Ce n'est pas un monde de diversité et d'inclusion où tout le monde a automatiquement son mot à dire. La première chose à reconnaître est que ces cultures existent. Il y a diverses régions avec différents acteurs et ontologies. Cette diversité a des conséquences géopolitiques et sécuritaires.
Une bonne politique doit en tenir compte. Une politique réaliste doit pleinement considérer ces différences et trouver un moyen de les organiser pour assurer un engagement et une communication constants pour une coexistence pacifique. Parfois, il y aura la guerre, mais le conflit sera considérablement réduit. Conflict will be much more reduced. Nikolai. Right. So if Nikolai. other nations and cultures D'accord. exist, Donc, si d'autres nations et cultures existent, alors notre sécurité intérieure dépend du respect de leur existence et de leur présence continue. because without that, we have Sans cela, nous sommes laissés avec l'option d'une guerre pour l'extermination mutuelle, basée sur des valeurs faussement liées à notre sécurité. to our security. Nous devons soigneusement distinguer quelles valeurs sont essentielles à notre sécurité et lesquelles ne le sont pas. Which values are essential En ce moment, tout est mélangé, et notre réflexion sur la sécurité est embrouillée et confuse, about security. menant à l'extrémisme dans la pratique. And it leads to extremism in practice. Diversifying the security basket. Diversifier le panier de sécurité. Messieurs, merci beaucoup pour cette discussion. Nous en reparlerons. Vous pouvez trouver le travail de Nikolai en ligne et sur sa page d'accueil. Vous pouvez trouver le travail d'Arta sur Twitter et au Think Tank. Je mettrai tous les liens ci-dessous. Merci beaucoup, Nikolai Petro et Arta Moeni. Thank you very much, Nikolai Petro and Arta Moeni. Merci beaucoup. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.